que ça marche. Donc, on y va pour un sujet sur l'interférence. Avant de commencer, j'aimerais parler un petit peu de pourquoi je fais des corrections qui ne ressemblent pas à ce que font les profs traditionnellement. C'est-à-dire que souvent un prof, quand il fait une correction d'exercice, il va le travailler tout seul avant. Et une fois qu'il l'a bien travaillé, bien compris, hop, il fait la correction pour ses élèves. Moi, c'est pas ce que je fais. Je sais pas si vous avez remarqué, je découvre le sujet en même temps que vous. Voilà, j'ai le sujet, enfin en même temps que vous, non, parce que vous avez travaillé avant. Mais le moment où je fais la correction, c'est vraiment le moment où je découvre le sujet. Pourquoi? Parce que je trouve qu'à trop montrer des produits qui ont été travaillés, ben, les élèves ne voient pas quel chemin concret le prof a fait. C'est un petit peu comme si je vous montrais les échafaudages. Si je vous montre juste une maison finie, vous n'allez pas savoir comment la construire si je ne vous montre pas les échafaudages. Donc l'idée vraiment, c'est de vous faire rentrer dans les coulisses, voilà, comment ça se passe concrètement quand on aborde un sujet, quelles sont les questions qu'on se pose, les questions qu'on se pose, comment est-ce qu'on l'aborde quand on ne comprend pas, etc. Donc c'est pour ça que le sujet, je ne le connais pas avant de le lire. C'est pour ça que je vous dis un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête, parce que d'expérience, ça aide plus les élèves que d'avoir un truc très lissé où on voit toutes les choses. Maintenant, si vous voulez quelque chose de très lissé, de parfait dès le début, il y a plein d'autres livres, vidéos, etc. qui proposent ça. Donc moi, là, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un peu différent, où justement, je vais découvrir le sujet en même temps que vous. Donc, enfin non, pas en même temps, mais en tout cas en direct. Je découvre le sujet en direct. Donc, à propos de découvrir le sujet en direct, eh bien, allons-y pour le sujet. Donc, observation d'une exoplanète. Donc, première chose à regarder, on se rappelle, c'est le nombre de points. 5 points. Donc, on sait que il va durer, 50 minutes. Donc, on peut l'écrire sur son brouillon. Donc, si vous êtes en épreuve, je vous conseille d'écrire sur votre brouillon l'heure à laquelle vous devez arrêter de faire cet exercice. D'accord? Au bout de 50 minutes, vous ne vous posez pas la question, vous vous arrêtez. Et vous allez voir les autres. Enfin, normalement, si vous visez vers. Après, si vous... Voilà. Mais bon, normalement, il faut vraiment travailler en temps limité. Et ensuite, on va écrire les mots-clés sur le brouillon. L'existence des planètes, etc. Bon, voilà, comme d'habitude, le début, c'est le contexte. Bon, là, manifestement, c'est les exoplanètes, donc des planètes qui ne sont pas dans le système solaire et qu'on cherche à détecter. Donc, dans le grand 1, comment la diffraction rend-elle difficile l'observation d'une exoplanète? Eh bien, on voit qu'il y a cette notion de... comment dire? Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus ça comme ça. Voilà. Il y a cette notion de diffraction. On le sait puisque c'est écrit. Donc, le mot-clé qu'on va écrire, c'est diffraction. Ok, dans mon cours sur la diffraction, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux choses. J'ai reconnaître la diffraction. Enfin, quand est-ce qu'il y a diffraction? Donc, on se rappelle, il y a diffraction quand la longueur d'onde de l'onde est à peu près égale à l'ordre de grandeur de l'obstacle. Ok, donc voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je sais, c'est que θ, il y a une relation entre θ égale lambda. Non. Plus la je vais y arriver. Plus la fente, plus l'obstacle est petit, plus l'angle est grand. Donc A, il est en bas, et en haut, on sait que c'est lambda. Voilà, sachant que ça, j'en suis pas très sûre. On va voir si par hasard l'énoncé nous dit autre chose. Hop. Donc ça, c'est important de savoir faire son brouillon. Quand on arrive sur un sujet, qu'est-ce qu'on écrit? Ok, diffraction. Donc voilà. Donc on nous met le petit schéma. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de le refaire, le petit schéma. Là, on se rappelle que... Alors, attention, le D ici, c'est... Donc ici, dans mon cours, il y a un A, mais ici, mon énoncé, il l'appelle D. Ce A, puisque ce A, il faut se rappeler, hein, quand on prend une relation, on apprend aussi ce que veulent dire les lettres, que ça, c'est la taille. Donc ici, on a une taille A. On a un angle θ diff et une source à l'infini. Ok. Et on nous dit θ diff égale 1,22 lambda sur D. Ah oui, parce que celle-là du cours, c'était que pour les fentes. Ici, on a une ouverture circulaire. Donc, du coup, on a une autre expression. Mais que du coup, je vais mettre dans le brouillon. Ok. Dès le diamètre d'ouverture. Écart angulaire. Là, on a un autre schéma. Les rayons sont issus d'un couple. Donc là, on a cette fois-ci... Là, la différence, c'est que...
Là, la source, elle était à l'infini. Donc, tous les rayons lumineux arrivaient comme ça. Et là, on a la même chose. On a une diffraction. Sauf qu'on a deux rayons lumineux. On a un rayon lumineux qui est issu de l'étoile. Waouh! Elle est vraiment trop moche, mon étoile. Je ne peux pas la laisser. Et on a la planète. Donc, on a deux rayons lumineux qui sont séparés par alpha. Donc, attention, on va avoir deux angles. Hein. On va avoir cet angle θ qui a eu la diffraction et cet angle alpha qui est éliminé. Mais chacun de ces deux rayons vont faire de la diffraction avec un angle. Là, on a la distance petit d, Terre-étoile. Et donc là, on va avoir, comme les deux font la diffraction, deux tâches de diffraction. Et donc là, à chaque fois, on a un petit... C'est bien ça qu'il faut comprendre ici, comme on a deux diffractions. Ici, ce rayon diffracte, et ici, ce rayon diffracte. Donc là, on a un θ diff 1, enfin étoile, et là, on a un θ diff planète. Il faut bien faire attention à bien comprendre les schémas. L'alpha, elle est angle angulaire, et on a... il nous donne l'expression de alpha. Alpha, c'est à peu près tangente alpha, donc c'est R sur D Terre étoile. Sauf qu'on ne dit pas ce que c'est R. R, c'est la distance. Ah ben j'ai oublié de le mettre sur mon schéma. Donc ici, il y a petit r. Okay. Critère de Rayleigh. Eh bien, critère de Rayleigh, il y a un lien entre... Donc quand est-ce que c'est bien? Il faut que ce soit bien, il faut que alpha supérieur à θ diff. Ce qui est normal. Hein. On voit que si cet angle-là est aussi proche que celui-là, et bien du coup les deux tâches vont se mélanger. C'est ce qu'on voit sur le... c'est ce qu'on voit sur le sujet, les deux tâches vont se mélanger et puis on peut pouvoir faire grand chose. On continue, le sujet nous donne l'unité astronomique, l'année-lumière, la vitesse de la lumière dans le vide, donc l'énoncé nous donne des constantes. Parfait. Première question, quelle propriété de la lumière permet d'expliquer le phénomène de diffraction? Là, il faut connaître son cours. Hein. Et voilà, c'est une question de cours, donc on la fait rapidement parce que c'est une question qui vaut plein de points, en plus elle est au début. Et on dit, la lumière subit une diffraction, parce que, en fait, attendez, j'écris ça, car elle peut être considérée comme une onde. Alors bon, ça c'est vraiment, alors, voilà, c'est les ondes qui diffractent, c'est les ondes qui font des interférences. Donc c'est parce que c'est une onde qu'elle peut diffracter. Ensuite, 2, établir le diamètre du télescope terrestre permettant de distinguer la planète nanana, de l'étoile. Nanana. On admet quelle longueur d'onde, provenant des objets, etc. Et là, on voit ces deux petites phrases-là, enfin ces deux petites lignes. Coucou à Hardy. Ah, mais Hardy. Effectivement, qui est sur le Discord. Bonjour Hardy. Donc, le candidat est incité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche d'évaluer nécessite d'être correctement présentée. Donc ça, ces deux petites phrases, en fait, elles sont hyper importantes. C'est ça, ces deux petites phrases. Parce que ça veut dire, que c'est une question qui va demander de prendre des initiatives, de réfléchir, de souvent de faire ce que moi j'appelle un chemin de résolution. Donc on va réfléchir à un chemin de résolution. Et ça veut aussi dire que même si j'y arrive pas, il faut que je le fasse. Parce que c'est bien ce qu'il dit, les points vont être marqués. Donc là, si je suis en examen, il faut que je regarde l'heure et que je me dise, ok, combien de temps je vais pouvoir mettre là-dessus. Après, ça va dépendre de combien, vous voyez. Mais on peut dire qu'on peut se laisser, 5-10 minutes pour réfléchir. Bon, à vous de réfléchir si c'est 6, 7, 8 ou 9 minutes. Et une fois que vous avez fini ce temps, donc vous regardez l'horloge, au bout de ces 6 minutes, si ces 6 minutes sont finies, vous prenez 2-3 minutes pour écrire tout ce que vous avez mis. Même si ça n'arrive pas, vous mettez. Surtout, il ne faut pas laisser blanc. Et après, vous passez à la suite. D'accord? Donc vraiment, c'est important de faire ces questions-là en temps limité. Parce que sinon, c'est une question où vous pouvez passer 3 quarts d'heure et en fait, vous ne faites pas tout le reste. Et tout le reste, il vaut plein de points. Donc sur ce genre de questions, il faut apprendre à les repérer. L'avantage, c'est que l'énoncé vous les donne. Et il faut apprendre à vraiment se limiter dans le temps. Ok, allons-y pour le chemin de résolution. Après, je vous donne une technique pour réussir ce genre de questions. Donc première étape, c'est qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le diamètre du télescope. Donc D
Ça, c'est ce qu'on cherche. Si on regarde nos schémas, le diamètre du téléphone, du télescope. Alors, le diamètre du télescope. Est-ce que c'est le diamètre de l'ouverture ou est-ce que c'est cette distance-là? Écoutez, l'énoncé n'est pas très clair. Parce que le diamètre du télescope, moi j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Ouais, si, ça va dire que c'est ça. Donc le télescope va s'ouvrir là. Alors l'énoncé nous donne un gros indice quand même, c'est que là il l'appelle D le diamètre et là aussi il s'appelle D le diamètre. Alors là attention, il nous dit c'est le diamètre de l'ouverture et là ils nous disent en dessous c'est le diamètre du télescope. Donc il faut bien se poser la question, est-ce que ce D c'est le même? Est-ce que télescope ouverture c'est le même? A priori, je pense que oui, ne serait-ce parce qu'il donne le même nom et parce que un télescope, vous voyez à quoi ça ressemble, ça rond, c'est une ouverture. Donc effectivement, le dé qu'on va rechercher, c'est ce dé-là. D'accord? Mais ça, c'est vraiment la première question à se poser, hein, parce que si vous n'êtes pas hyper au point sur ce que vous cherchez et que vous partez bille en tête parce que dé, c'est le dé de l'exercice, ça peut des fois, les exercices, des fois, sont trompeurs. Bon, là, on va lui faire confiance. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme relation où il y a D dedans, hein, puisqu'il va falloir? Eh bien, on a la relation ici, on a cette relation-là. Eh bien, je vais l'écrire. Je vais écrire la relation. Θ diff égale 1,22 lambda sur D. Cette relation, elle vient de l'énoncé, doc 1. Bien, maintenant, je regarde. Parmi toutes ces grandeurs physiques-là, alors, D, c'est ce que je cherche. Clac. Lambda, est-ce que j'ai lambda? Je crois que oui, parce que l'énoncé nous le donne. Oui, lambda égale 2,0 micromètres, c'est ça? 2,0 micromètres. Ouais. Donc lambda égale 2,0 micromètres énoncé. Donc en fait, la seule chose qu'il nous reste à trouver, c'est θ diff. Ok, bien. Donc vous voyez, maintenant on va avancer de proche en proche, comme ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de résolution. Maintenant la question c'est quoi? Comment est-ce que je vais pouvoir trouver θ diff? Donc θ diff, je vais regarder si j'ai aussi une autre expression avec θ diff dedans. Alors, le seul endroit où j'ai θ diff, c'est le critère de Rayleigh. Ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le critère de Rayleigh. Alors, ça vient du critère de Rayleigh. Si je marque d'où viennent mes informations, ça aide beaucoup pour la rédaction après. Donc critère de Rayleigh, donc je vais pouvoir le distinguer. Donc si je regarde l'énoncé, si je veux le distinguer, il faut que alpha soit supérieur à θ diff. Alpha supérieur à θ diff. Ok. Donc θ diff, on a dit c'est celui-là. Hop, hop. Alpha, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Donc on va se poser la question de nouveau avec alpha. Qu'est-ce que j'ai comme relation avec alpha? C'est facile, j'en ai qu'une qui est donnée aussi dans le doc 1. Donc, doc 1. Et donc je vais avoir alpha égale R sur distance Terre étoile. Ok, ça c'est ça. R c'est quoi? R c'est la distance entre la planète et l'étoile. Est-ce que je l'ai là? Distinguer la planète M2. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette planète? Pas grand chose. Ah si, première planète extrasolaire, donc une s'appelle M nana. Donc on a tout ça. Alors pour comprendre tout ce que nous dit là, j'avais un peu sauté, vous voyez, quand j'ai fait mon... Ah mais je suis carrément passée directement de là à là. Ah et là ils nous disent que D c'est l'ouverture du télescope. Ah mais en fait l'énoncé il nous disait les choses. Bon, faut faire attention à lire, hein. J'ai tendance à sauter un peu trop vite. Hein. Donc là on nous donne un autre schéma à faire, que je vais faire pour pouvoir m'y retrouver. On n'oublie pas de faire des schémas en physique, c'est hyper important. Hein. C'est franchement plus de la moitié de la note, c'est comment est-ce que vous faites vos schémas. Donc, tac, tac, tac. On a une autre étoile.
et la Terre. Est-ce que... Oui, et il y a 230 années-lumière. Tac, tac, donc on va l'appeler D Terre étoile. Égale 230 années-lumière. Et elle a une orbite, et donc la planète qu'on étudie, elle a une orbite qui est considérée 55 unités atomiques. Astronomiques, 55 unités astronomiques. Voilà, ce genre de petit schéma, vous voyez, ça prend 10 secondes. Et tout de suite, on voit les choses, tout de suite, on va pouvoir passer à la suite. Enfin, vous voyez que la suite va être beaucoup plus simple. Donc, bien vérifier que cette distance-là, que j'ai appelée D Terre étoile, correspond bien à ce que l'énoncé appelle D Terre étoile. Hein. R est la distance entre la planète et l'étoile, oui. Cette exoplanète est située à 230 années-lumière de la Terre. C'est bon, c'est bien la même grandeur physique, donc je peux lui donner le même nom. Et puis, on y va. Donc, R. R, on a dit... R, c'est la distance entre la planète et l'étoile. Donc, ici, en fait, c'est R. Donc, R, est-ce que je l'ai? Ben oui, je l'ai, parce que c'est donné à énoncer. Et la distance Terre-étoile, on a dit 230 années-lumière, je l'ai aussi. Et donc là, je m'arrête sur mon brouillon, vous voyez, parce que j'ai plus que des choses que j'ai plus rien de rouge. Et donc là, je peux m'arrêter. Je n'ai pas besoin d'écrire les calculs sur mon brouillon. Je m'arrête au brouillon et hop, je passe directement à la correction. Donc, je cherche, donc la première phrase magique quand on corrige, je cherche D. D'accord? On indique au correcteur ce qu'on cherche. Et ensuite, une fois qu'on a le chemin de résolution, la rédaction est super simple, il suffit de remonter. D'accord? On a fait le chemin dans ce sens-là, et la rédaction, elle se fait dans ce sens-là. Donc, on va commencer par cette expression-là. Alpha, alors on a dit alpha, on l'a dans le document 1. Donc on dit, d'où vient l'expression? D'après le document 1. Alpha égale R sur D Terre étoile. Je reviens sur mon brouillon. Ce qui est en bleu ici, c'est alpha. Donc il faut que ce qui est en bleu soit tout seul à gauche. Vous allez voir, pour la rédaction, c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'est le cas, est tout seul à gauche. Parfait. Donc cette étape-là, elle est faite. Passons à l'étape 2. Critère de Rayleigh. Donc je cite. D'après le critère de Rayleigh, on doit avoir alpha supérieur à θ diff. C'est bon? Et là, c'est quoi le bleu d'en haut? Ah ben là, c'est θ diff. Donc, il va falloir que j'ai θ diff supérieur à... Enfin, il faut qu'il soit à gauche. Ici, il est à droite. Donc, équivalent à... Je mets à gauche θ diff inférieur à alpha. Et ensuite, je vais pouvoir, comme il est à droite alpha, je vais pouvoir le remplacer. Hop, j'injecte alpha. Donc, θ diff inférieur à R sur D Terre étoile. Parfait. Là, j'ai ce que je cherche tout seul à gauche, avec que des choses que je connais dans l'énoncé. On se rappelle R, tout ça, c'est donné dans l'énoncé, donc c'est parfait. Dernière étape, document 1, exprimer θ diff. D'après le document 1, toujours dire d'où viennent nos informations. Θ égale, θ diff est égal à 1,22 lambda sur D. Mais là, ce que je cherche, c'est D. Donc, D tout seul à gauche, d'où D égale 1,22 lambda sur θ diff. Et là, je vais devoir remplacer θ diff que j'ai ici par là. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est qu'on a une inéquation et pas une équation. Donc, ça va devenir inégal. Alors, on se rappelle, quand c'est au dénominateur, si θ diff doit être inférieur à ça, ça veut dire que D va devoir être supérieur. Parce que le θ, là,
il est au dénominateur. Donc, comme il est au dénominateur, il va falloir changer le sens de l'inégalité. D'où D, donc bien supérieur à 1,22 lambda sur, alors θ diff, on a dit en là, donc R fois, et là, attention à ne jamais laisser de fraction au dénominateur. Ça, c'est vraiment une astuce, enfin, c'est hyper important. Quand vous avez une fraction de dénominateur comme ça, vous ne laissez pas un deuxième trait de fraction. Parce que ça, franchement, c'est source d'erreur. Vous ne savez pas après, etc. Donc, non, comme vous avez une fraction, bah, le numérateur, ici, reste là. Et le dénominateur, bah, hop, il remonte en haut. Et j'écris ça directement, d'accord? Alors, je peux mettre un petit... Ouais, voilà. Là, c'est bon, j'ai mon expression littérale finale, puisque à gauche, j'ai ce que je cherche, et à droite, je n'ai que des choses qui sont données par énoncé. Et vous voyez que c'est super simple quand on a fait le chemin de résolution. Alors cet énoncé là, il n'est pas très compliqué. Il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est déjà pas se perdre, parce qu'il faut bien aller chercher les informations au bon endroit. Donc si votre brouillon il est bien fait, c'est bon. Si vous ne savez pas faire de brouillon, vous vous perdez, vous tournez en rond, voilà. Et c'est un moyen de perdre beaucoup de temps. Et ensuite, ce qu'il faut savoir faire, c'est la rédaction. Souvent, les élèves peuvent mettre des tonnes et des tonnes de phrases dans tous les sens. Vous voyez, là, ma rédaction, elle n'est pas très longue. Hein. Avec juste quelques lignes, on y arrive très bien. Donc, il faut faire attention à ça. Rédaction et ne pas se perdre. C'est ce qu'on disait aussi. Donc, la façon dont on écrit le brouillon est super importante. Bon, après là, une fois qu'on a l'ELF, il ne nous reste plus que l'application numérique. Allons-y pour l'application numérique. Application numérique. D supérieur à 1,22 fois lambda. Alors, dans l'application numérique, on fait attention aux unités. Donc, lambda, ici, il est en micromètres. C'est ça, alors il est plus bas dans l'énoncé. 1, micromètre, c'est ça, 2,0, 10 puissance moins 6, puisqu'il faut 100 mètres, fois la distance Terre-étoile. La distance Terre-étoile, on a dit, on l'a mis sur le brouillon. Hop, je me trompe de brouillon. Distance Terre-étoile, c'est 230. J'ai mal écrit sur mon brouillon, mauvaise idée, hein. 230, on l'a ici, années-lumière. Donc, il va falloir le convertir en kilomètres. Donc, fois 230. Alors, soit, vous pouvez le mettre directement, soit on peut le faire un petit peu au brouillon. Moi, comme j'ai envie d'être sûr, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'année-lumière au kilomètre? Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit tableau de proportionnalité, comme ça, je ne m'embête pas. D'accord? En une année, la lumière parcourt... Donc, il faut un peu plus de place. En une année, donc on a... quelle est la distance parcourue par la lumière en une année? On se rappelle, on a celle que vous retenez souvent, c'est V égale D sur delta T. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est D. Donc D est égal à V fois delta T. La vitesse, on l'a, c'est C. Fois la durée en secondes d'une année, 365 jours, fois 24 heures, fois 3600 secondes. Et donc, moi, ce que je cherche, c'est 230 années-lumière. Et du coup, bah, il faut, pour avoir ce qui va ici, il faut que je fasse ça fois ça divisé par 1. Donc, en fait, ici, il faut juste que je fasse 230 fois C fois, voilà. Et bien, allons-y, écrivons-le dans le calcul. Oui, je ne vais pas avoir assez de traits de fraction suffisamment grands là. Hein. 230 fois, on a dit, C, c'est 3. Ouais, et vous n'êtes pas énoncé parce qu'il vous donne un chiffre significatif, mais en fait, là, il y en a au moins 3. Hein. Bon, bref, il vous en donne un. 10 puissance 8, donc 365,25, voilà, 365, fois 24, fois 3600. Vous voyez? Sur R, R c'est la distance entre
Donc, on prend son brouillon. Alors, vous, c'est plus facile, hein, parce que vous avez 2 feuilles. R, c'est la distance entre la planète et l'étoile. Donc, 55 unités astronomiques. Donc, 55 fois l'unité astronomique, c'est 1,496 10 puissance 11 mètres. Vous voyez, là, vraiment, ce qui est compliqué, c'est juste les unités. Enfin, voilà. L'avantage de cette rédaction à faire d'abord l'expression littérale, puis l'application numérique, c'est que ça permet justement de se concentrer sur une unité au moment où on en a besoin, plutôt que de faire tout partout à n'importe quel moment. Donc, vraiment, c'est important d'être clac-clac, bien cadré, bien structuré. L'application numérique, elle arrive à la fin, on l'a fait une seule fois, etc. Et on trouve... Alors, comme je n'y a pas vraiment dans le chat, d'habitude, c'est vous qui me donnez les chiffres. Mais là, ben, comme vous n'êtes pas là, je le donne. Et on trouve 0,65 mètres. D supérieur à 0,65 mètres. Quand on écrit le résultat... Merci Mohamed pour ton résultat. Toi, tu trouves 0,22. Je vais regarder... pourquoi tu trouves 0,22 2,6. Écoute, je suis désolée, mais je vais partir du principe que voilà. Après, on trouve 6,45. Je pense que tu as fait une erreur de calcul, Mohamed, parce que j'ai revérifié et je trouve vraiment ça. Donc là, ça va être 6. Normalement, c'est 6,45 et quelques, donc on met à 6,5. La question, c'est donc quand on écrit le résultat, il faut faire attention aux chiffres significatifs. Or, là, on en a 2, 3, 3, 2. Et c'est très étonnant, et c'est là que je vous dis que l'énoncé est trop bizarre, c'est qu'il ne nous donne qu'un seul chiffre significatif pour la lumière. Alors, 2 choix. Soit vous êtes... soit vous avez un peu de culture scientifique et vous savez que en fait la lumière c'est 3,00. C'est très bizarre que ce soit les constantes qui délimitent le nombre de chiffres significatifs, parce que les constantes, on peut avoir autant de chiffres significatifs qu'on veut. Hein. Elles ont été déterminées avec, je sais pas, 15-20 chiffres significatifs. Peut-être pas 15-20, mais franchement 10 facile. Ah, super Mohamed. Donc, c'est super bizarre qu'il nous en donne que 3. Donc, 2 solutions. Soit on dit c'est une erreur de l'énoncé, et moi je sais que c'est 3,00. Voilà. Donc, et donc, comme on en a 3 sur les lumières, je peux en garder 2. 3,5 mètres. Car je sais que c'est égal 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord. Si vous gardez 2 chiffres significatifs, il faut du coup le justifier. Si vous faites ça, franchement, vous gagnez des points auprès du correcteur, parce que ça veut dire que vous faites attention aux chiffres significatifs, que vous connaissez la valeur de C, etc. Donc c'est top. Maintenant, si vous ne le connaissez pas et que vous voyez qu'il y en a un là, bah, vous pouvez en garder un et marquer 6 à la place de 6,5. Votre correcteur ne vous en voudra pas. Donc voilà, chiffre significatif. Dernière étape que souvent les élèves oublient, alors qu'elle vaut beaucoup de points. Donc, c'est ça qui fait que votre correcteur va bien vous voir. Donc, dernière étape, une fois qu'on a un résultat, on analyse son résultat. D ici, c'est l'ouverture du télescope. Je trouve je trouve 6 mètres. Est-ce que c'est logique, est-ce que c'est plausible d'avoir un télescope qui a une ouverture de 6 mètres? Quand on a en tête les grands télescopes, ils ont plutôt des grandes ouvertures. Mais voilà, c'est pas possible avec un télescope de maison, quoi. Parce qu'un télescope de maison, ça a quoi peut-être 1 mètre. Les énormes, ils ont 1 mètre, sinon c'est plutôt 50 cm. Donc on voit qu'il faut un télescope d'observatoire. Mais voilà, ça, il faut le mettre. Ce résultat semble cohérent. Ou plutôt, non. C'est pas super, ça. On peut être plus précis. Là, on regardait... c'est le diamètre minimal pour que le critère de Rayleigh soit vérifié. Donc, on va dire, il existe des télescopes de diamètre supérieur à 6 mètres. Et là, par exemple, si vous trouvez 3 km, il y a un problème. Après, voilà, comme on a comme Mohamed déjà 0,22 mètres, tu vois, tu te dis, ça paraît bizarre quand même qu'on puisse...
Ça voudra dire qu'avec un petit télescope de 20 cm, tu pourrais regarder des exoplanètes. Ça paraît bizarre. Supérieur à 6,5 mètres, la détection est donc possible. Et donc cette phrase, elle est hyper importante. Les élèves ont tendance à pas le faire, ils passent direct à la suite, c'est pas bon. On regarde si on a bien tout répondu. Tac, 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 on admet, voilà, super. Et puis voilà pour la question 1. Question 2. Comment la faible luminosité d'une exoplanète la rend difficile à observer? En général, les planètes sont plus lumineuses. Un dispositif interférométrique. Alors, je vais faire un nouveau brouillon, hein, comme on a changé de partie. Brouillon. Là, A. Dispositif interférométrique. Il ne faut pas bien penser à mettre le mot-clé. Interférence. Donc, je mets bien ce mot-clé, interférence. Donc, qu'est-ce que je sais sur les interférences? J'ai les conditions constructives, conditions où les interférences sont constructives, et les conditions pour lesquelles elles sont destructives, plus les... Comment dire? Et on sait aussi que... et on doit pouvoir connaître aussi la différence de chemin optique. Donc la notion de chemin optique. Même plus la notion de différence de chemin optique. D'accord? Donc il faut avoir bien compris ce que c'est que les interférences. Ok, dispositif interférométrique auquel l'objectif est d'éliminer le signal de l'étoile, tout en permettant l'ensemble du signal émis par la planète. Logique, hein, puisqu'il y a une étoile lumineuse à côté. Si on arrête de regarder l'étoile, on ne voit plus que la planète et c'est parfait. Document 2, dispositif interférométrique. Donc une interférence, on se rappelle, c'est qu'on va pouvoir additionner deux ondes et regarder l'onde résultante. Justifier que dans le dispositif décrit dans le document 2, les rayons lumineux issus de l'étoile et captés par les télescopes interfèrent de façon constructive au niveau de la recombinaison. Alors, on a dit, ça c'est cool parce qu'on a dans le cours les interférences constructives. Alors, le dispositif, si on le regarde bien, on a... il faut regarder, on se rappelle, pour les ondes, les interférences, il faut se rappeler de quelle va être cette différence-là entre mes deux ondes. Ça se rappelle le déphasage. D'accord? Ce déphasage ici. Et ce déphasage, il est dû à la différence de chemin optique. D'accord? S'il y a une onde qui met plus de temps à parcourir un chemin que l'autre, du coup, elle sera un peu en retard ou un peu en avance. Et du coup, quand elles vont s'additionner, du coup, ce ne sera plus exactement les mêmes. Donc, de manière constructive, si on se rappelle de son cours, c'est constructif si delta 0, donc la différence de chemin optique, c'est égal à un nombre de fois entier la longueur d'onde. Okay, donc il faut que je regarde la différence de chemin optique. Si je regarde mon schéma ici, j'ai deux ondes qui arrivent comme ça, clac, sur un premier télescope, et que je regarde le chemin, je vois que... Je vous le fais pas très beau, hein. Ah oui, non, je ne peux pas le faire aussi moche que ça quand même, parce que ce qui est important, c'est que... Est-ce que vous voyez bien que le chemin parcouru par les ondes est le même, en fait. Cette onde-là, elle parcourt ça, ça. Cette onde-là, elle parcourt ça, ça. Et le dispositif est situé à égale distance des deux télescopes. On nous dit ce chemin-là, c'est le même que ce chemin-là. Ce qui n'est pas du tout le cas sur mon schéma, mais sur le vrai schéma du sujet, on le voit. Donc, on voit que le chemin parcouru par les deux ondes, c'est le même. Donc, si les chemins sont parcourus par les deux ondes et le même, il ne va pas y avoir de différence de chemin optique, pas de déphasage. Et donc, elles vont être constructives. Ça, il n'y a plus qu'à les dire au correcteur. 2, 1.
alors, comment on l'appelle? Le dispositif optique. Est situé à égale distance. Qu'est-ce que m'a dit dans l'énoncé? Ah oui, à égale distance des deux télescopes. La différence de chemin optique est donc nulle. Et donc là, votre correcteur, ce qu'il va chercher à voir, c'est ce mot-là, chemin optique. Si vous n'avez pas le mot chemin optique, ça va être difficile. Si vous mettez le mot chemin optique, vous dites, ah, il a compris ce qu'il voulait, il a compris quelle était la problématique de l'exercice, etc. La différence de chemin optique est donc nulle. Les interférences sont constructives. Alors, je lui mets un peu la lumière. Je suis désolée. Parce que moi, j'y vois rien. Ouh, trop bien. Moi, je vois mieux là. Alors, et puis voilà pour la 2-1. Donc pareil, ça c'est une question facile, rapide à faire, quoi. On appelle T la période de l'onde lumineuse. Donc on se rappelle, la période, c'est le temps, enfin c'est la durée que met l'onde à parcourir une longueur d'onde. L'idée de Barsois est d'ajouter, jeter juste après le télescope 2, un système optique permettant d'ajouter un retard d'une période permettant un retard d'une demi-période sur le signal provenant de ce télescope. Montrer que le système optique produit des interférences destructives entre les deux rayons issus de l'étoile au niveau de la recombinaison. Quelle sera alors l'intensité du signal liée à l'étoile? Donc là, il faut bien se rappeler qu'une onde, ça a une double périodicité. Si vous n'avez pas compris la double périodicité, ça va être compliqué à faire cette question. Il y a une périodicité temporelle et c'est une périodicité spatiale. Donc, si je trace mon signal en fonction du temps et en fonction de l'espace, je vais avoir des sinusoïdes comme ça. Et ici, en fonction du temps, je vais avoir la période spatiale, la période temporelle. Et ici, je vais avoir la période spatiale qu'on appelle lambda. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'onde parcourt une longueur d'onde pendant une période. Allez voir mes vidéos où j'explique tout ça, etc. Et donc, il faut bien retenir la relation. Donc, la distance parcourue, c'est la vitesse fois la durée. Et donc, on a bien cette relation entre la longueur d'onde et la période. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le chemin optique? Si je rajoute une demi-période, ça veut dire que le chemin optique que l'onde devra parcourir en plus, c'est une demi-longueur d'onde. Donc, j'ai pu avoir donc ma différence de chemin optique, elle va être égale à une demi-longueur d'onde. Or, on se rappelle de son cours, c'est constructif si on a delta 0 et c'est destructif si on a delta 0 égale k lambda. Voilà. Plus lambda sur 2. D'accord? Donc, si on est un nombre entier de périodes, enfin spatiale, donc si on est un nombre entier de longueur d'onde, mais un demi. Et on voit que quand on rajoute, avec cette relation, on voit que quand on rajoute une demi-période, en fait, on rajoute une demi-longueur d'onde. Pour la distance qu'on doit parcourir pendant une demi-période, c'est bien une demi-longueur d'onde. Et donc, en fait, du coup, on va avoir un chemin optique qui va être égal à un demi de lambda. Et ça, on sait, parce qu'on connaît son cours, que c'est destructif. Bon, il n'y a plus qu'à le dire au correcteur. Alors, la distance parcourue pendant t sur 2, d'accord, c'est important de réfléchir
en termes de distance, même si là l'énoncé nous donne des retards, est de lambda sur 2. La différence de chemin optique est donc pareil, il faut bien toujours justifier avec la différence de chemin optique. Et donc, on a dit delta 0 égale 1 demi de lambda. Je vais l'encadrer, celui-là. D'après mon cours. Hein, on a le droit de citer son cours. Hein. Cela conduit à des interférences. Ouh, c'est la fin de la phrase. De la page. Destructive. Et quelle sera l'intensité du signal? L'intensité du signal sera donc nulle. On n'oublie pas de montrer qu'on a bien compris de quoi on parle. Le signal venant de l'étoile a été neutralisé. Ça, vous montrez bien au correcteur que vous avez compris ce qui se passe dans l'exercice. Recombinaison donc ça, c'est l'étoile. Normalement, on veut avoir que le signal qui vient de l'exoplanète. Donc, c'est normal que celui de l'étoile, eh ben, on essaye à ce qu'il soit complètement détruit. Enfin, que le signal soit nul. Bon, maintenant, il va falloir regarder pour l'exoplanète. Là, le but de l'exoplanète, on se rappelle, c'est pas que ce soit nul, hein, parce qu'on veut la voir, cette exoplanète. Donc, les rayons lumineux issus de l'exoplanète arrivent sur les dispositifs interférométriques en faisant un angle alpha avec la ligne de visée. Je reprends mon magnifique schéma. Cet angle alpha, il est là. À cause de cette inclinaison, le signal lumineux arrive sur le télescope 2 avec un retard tau égale d sinus alpha sur c. Où d est la distance entre les deux miroirs, parce que il vient un peu plus loin. Ok. Donc, ok. Donc, il va y avoir le signal. Donc là, il nous parle de deuxième retard. Je vous dis ce qui me passe dans ma tête. La question 2 nous parle d'un deuxième retard. Ok, retard de quoi? Alors, le retard, c'est le temps, la durée que va mettre, le temps de retard que va mettre le signal issu du télescope 2 à arriver sur le dispositif de détection optique. Ok. Donc, il va cumuler ce retard qui est dû à l'inclinaison alpha, plus le retard qui est dû là, il y a un petit dispositif qui rajoute t sur 2. Donc, il va cumuler le retard qui est lié à l'inclinaison, plus le retard qui est lié au système optique. Et du coup, on va avoir un retard conjugué les deux. Donc là, il n'y a plus qu'à le dire au correcteur. Vous voyez, l'interférence, c'est pas si compliqué, mais il faut vraiment comprendre ce qui se passe, c'est quoi le retard, c'est quoi la différence de chemin optique, etc. Donc, le signal venant du télescope 2 cumule le retard dû à l'angle alpha, dû à l'angle alpha, avec le retard dû au système optique. Donc, et là, on reprend θ' égale d sinus alpha, hein, le retard qui est lié sur C à l'angle alpha, plus, si vous voulez vraiment, je vais le faire moi, être vraiment sympa avec votre correcteur pour bien lui montrer que vous avez compris, ça va dépendre de quelle note vous visez. Hein. Si vous visez une note en dessous de 15-20,
Enfin, si vous visez en dessous de 16, il faut bien montrer que vous avez compris. Donc là, vous mettez retard, ligne de visée. Enfin, retard angle alpha. Retard système optique. D'accord, bien lui montrer que vous avez compris que c'est les deux qui s'ajoutent. Les deux retards s'ajoutent. Si vous avez déjà une demi-heure de retard et qu'en plus votre bus que vous devez prendre à un quart d'heure, les deux retards s'ajoutent. À quelles conditions sur le retard va-t-on obtenir une interférence constructive? Alors, on se rappelle son cours. Le cours, il dit... Alors, moi, sur les interférences, je repars toujours du cours. Parce que voilà. Le cours, il dit, pour que ce soit constructif, il faut que le retard soit un nombre entier de périodes. D'accord? Il faut que le temps pendant lequel il y a une onde qui a pris du retard, et ben, ça corresponde, il faut que ce déphasage-là soit égal à une période. Et du coup, ben, les ondes vont de nouveau être l'une au-dessus de l'autre. Et ce sera constructif. Pour être constructif, pour que les interférences soient constructives, il faut que le retard, donc ici c'est taux prime, soit égal à un nombre entier de périodes. Donc taux prime égale K fois T. Hop, hop. Voilà. Montrer que cette relation peut aussi s'écrire d sinus alpha égale K moins 1, etc. Ben, vous savez ce qu'on va faire, on va juste remplacer T' par ce que nous donne l'énoncé, et on va voir si ça marche. Je n'ai même pas envie de le faire au brouillon, ça paraît assez simple. Je remplace T' par son expression. D'accord, attention, la rédaction est importante. Moi, je vous fais le brouillon, la rédaction, je vous montre tout. Par son expression du 2,3. On a donc D sinus alpha sur C égale plus T sur 2 égale à K T. Alors, voyons voir. On y est presque. On va mettre le T sur 2 à droite. Et on va, donc ça fait D sinus alpha sur C. Si on regarde l'énoncé, on voit que tout ce qui... D sinus alpha est tout seul à gauche. Donc on va mettre D sinus alpha tout seul à gauche, puis on va voir ce que ça fait à droite, et puis on essaiera de bouger ce qui est à droite pour essayer de retrouver ce que nous donne l'énoncé. Donc D sinus alpha, c'est égal à C fois T fois K moins 1,5. Et donc si vous n'arrivez pas à le faire, si vous visez 15 et 20, 20 ou plus, vous voulez faire des études post-bac, si vous voulez faire une prépa, ça il faut savoir le faire en une étape. Il faut savoir le faire comme moi je viens de le faire. Sinon, vous faites au brouillon, vous mettez T sur 2 de l'autre côté, ça fait KT moins T sur 2. Ensuite, vous passez le C, hop, fois C, et après, vous factorisez par T. Et on retrouve la même chose. Alors, si on regarde, alors nous, à gauche, c'est bon, on a D sinus alpha, et à droite, l'énoncé nous demande K moins 1,5. On a le K moins 1,5, mais on a un lambda. Bon, nous, on a C fois T. Ah, mais on se rappelle de son cours. Or, lambda égale C fois T. Vous vous rappelez, je l'ai écrit dans le brouillon ici. D'accord, ça c'est vraiment une relation hyper importante pour les ondes. Il faut la connaître celle-là. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir sur les ondes. Donc, D sinus alpha égale lambda. On va l'écrire. Non, on va l'écrire dans le même sens que celui d'énoncé. K moins 1,5. Il est moche mon K. Fois lambda. J'encadre parce que c'est ce qu'on me demandait de trouver. Voilà. Clac. Facile. Montrer que cette relation, K étant un entier. Ah oui, donc un nombre entier de période. Là, il faut bien mettre K appartenant à Z. D'accord, c'est pas n'importe quel K. C'est un nombre entier relatif.
Ok, pour les petits angles, sinus alpha à peu près égal à tangente alpha égale R sur D étoile. Parfait. Ça, c'est hyper courant hein, dans les ondes de décrire ça. On a souvent des petits angles. On déduit la distance minimale D entre les deux télescopes pour obtenir une interférence constructive lors de l'observation, nanana, sachant que travaille en infrarouge. Ah, on a changé de longueur d'onde par rapport à la diffraction. Ok, ben là pareil, c'est une question, on va dire, il faut apprendre à repérer. Autant la question d'avant, on voyait que ça allait, donc on voyait. Celle-là, déduire les distances minimales D. On va avoir D, oh remarquez, D c'est, si je regarde là, K, la distance minimale c'est pour K minimal, donc je vais prendre K égale 0. La distance minimale c'est ben, quand du coup ils ont le temps de se décaler juste d'une période, pas de plus. Lambda je l'ai, sinus alpha je l'ai aussi, donc en fait non, j'ai même pas besoin de faire de brouillon là, on va y aller super direct, super rapidement. Je remplace sinus alpha par sa valeur. Alors déjà, je cherche D. Je remplace sinus alpha par sa valeur. D, alors sinus alpha c'est R sur distance Terre étoile égale à K moins 1,5 fois lambda. Alors là il y a le problème du K. Pour la distance minimale, comment je peux écrire ça? D étant la distance minimale, bah du coup il faut la plus petite valeur de K. K égale 0. D'où, du coup, j'ai passé, oups là, ça, clac, je vais passer de l'autre côté. D égale K, donc 1/2 lambda. Je fais un grand trait de fraction pour pas m'embêter. Donc D Terre étoile sur R. Donc et fois 1/2 lambda. 1/2, donc voilà, fois 2. Et en haut, il y a lambda. Je vais mettre le 1, ça sert à rien de multiplier par 1, fois lambda. Alors, est-ce que c'est bon? Lambda, je l'ai, la distance, je l'ai, R, je l'ai, 2, je l'ai, puisque c'est un 2. Parfait. Et bien, j'ai mon elfe. J'encadre mon elfe. Parfait. Et donc là, on ne pense plus qu'à applications numériques. Alors, application numérique. D égale, alors D, la distance Terre étoile. On l'avait calculé les questions là. 230 fois 3. Allez, voilà, c'est ça. Hop, moi je peux faire ça. Je vais peut-être faire mon application numérique en bas, parce que j'ai peur que cet énorme calcul ne tienne pas. Je prends mon grand trait de fraction. Je colle ce que j'ai trouvé. 230. Attendez, hop là. 230 fois 3,00. Donc on avait dit que c'était 3,001. 10 moins 8 fois 365, 24, 33600. Ok. Fois lambda. Lambda 10 moins 6 sur R. R c'était ça. 55 fois 1,4, etc. Copier. Alors, petite astuce. Quand vous avez des choses comme ça, notamment, je pense à la distance Terre-étoile, là, R, c'est plus simple, mais la distance Terre-étoile, vous avez dans votre calculatrice, vous pouvez rentrer des valeurs dans des lettres. Donc, quand vous avez fait le calcul ici, ce grand truc-là, rentrez-le dans une valeur, par exemple, que vous appelez D, et comme ça, quand vous tapez votre calcul à la calculatrice ici, vous avez juste à rappeler D. D'accord? Ça, c'est hyper utile pour les exercices un peu longs comme ça. Quand vous avez des grandeurs que vous voyez que vous allez réutiliser, hop, vous les rentrez. Ça vous évite de retaper tout ça. Et du coup, ça vous fait gagner du temps. Et donc là, si on fait le calcul,
là, je pense qu'il y a plus grand monde hein, qui a réussi un samedi après-midi comme ça, après l'annulation des épreuves, à suivre. Eh, pas mal, vous êtes encore 6. Ah, 5. C'est pas mal, hein, il y en a qui suivent un peu. Je me demande si je sers de bruit de fond. Mais bon. On a été à regarder, du coup, la valeur numérique finale. 1,3 mètres. Ah, petite remarque. Comme il n'y a personne n'a vu que j'avais fait une erreur. Mais là, en fait, on a un moins 1,5. Alors, on a un moins 1,5. Parce que quand je remplace K par 0, du coup, ça fait moins. Alors, pourquoi il y a un moins 1,5 ? C'est parce que ça dépend de comment on regarde. Après, l'énoncé nous parle bien de distance entre les deux télescopes. Donc, la distance entre les deux télescopes, c'est forcément positif. Donc là, il y a deux solutions. Soit on prend K égale 1. D'accord ? Puisque du coup, ça va faire 1 moins 1,5. Et du coup, on a 1. Soit on dit que D, c'est la distance minimale. Et donc, K égale 0. Et D égale valeur absolue de D, quelque part. Puisque c'est une distance. Donc si c'est une distance, il faut forcément que ce soit positif. Et D est positif. On s'en moque un petit peu de la barre de K, c'est un peu arbitraire. Hein. Donc comme il est positif, on vire le... Voilà. On peut faire avec K égale 1, on peut faire ça. On s'en moque. Hein. Les deux sont bons. Donc du coup, application numérique, j'ai dit 1,3 mètres. Donc il faut que mes deux télescopes soient éloignés de 1,3 mètres. Ah alors, on n'oublie pas la dernière chose. Je sais, c'est dommage, hein, parce qu'il ne me restait plus qu'une page. Donc, on revient toujours à qu'est-ce que l'énoncé me demande. Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que, etc. Donc, les télescopes doivent donc être éloignés. Ah, tiens, il y a Modou qui est arrivé. Modou, je réponds à ta question une fois que j'ai fini mon live là, dans 3 minutes. Éloigné, puisque c'est la dernière question. De 1,3 mètres. Ce qui est facile techniquement. Hein. Éloigné des... d'avoir deux télescopes éloignés d'un mètre, c'est facile. Hein. Des fois, on trouve plusieurs kilomètres. Là, c'est plus compliqué. Mais là, c'est franchement facile. On n'oublie pas cette dernière phrase hein, qui montre au correcteur, vous avez tout compris. Voilà. On a fini pour le sujet. Attendez, on vérifie juste sur le sujet qu'on a bien répondu à tout. Oui. Voilà, on est déjà à distance minimale, etc. Donc, après, on peut prendre K plus grand hein, et avoir un peu plus de 1,3 si on veut les éloigner plus, hein, nos télescopes. En tout cas, il ne faut pas qu'ils soient éloignés de moins d'1,3 mètre. Donc, bon, c'est carrément faisable. Donc, cet exercice, il n'est pas très compliqué, mais il faut déjà, être hyper structuré dans votre brouillon. Où est-ce que vous allez chercher les infos d'expérience et des exos où les élèves ont tendance à pas mal se paumer. Il faut vraiment être hyper rigoureux sur son brouillon, mettre les données, tac, 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 les encadrer, savoir quelles sont les grandeurs physiques, pas se perdre entre toutes les différentes données. Et il faut aussi bien avoir compris comment fonctionnent les interférences, d'accord ? Que pendant un retard d'une période, j'ai un décalage d'une longueur d'onde. Donc pas si difficile et à la fois pas si simple non plus. Voilà. Et bien écoutez, on a fait quoi ? 1 heure à la place de 50 minutes ? Sachant que je raconte plein de choses, etc. Donc vous aviez le temps de le faire, hein, cet exercice. On sent que le correcteur vous a laissé plein de temps pour comprendre les documents, écrire votre brouillon et tout, parce que vous voyez, moi je le fais en 1 heure, en vous racontant ma vie. Hein. Donc je pense que je le fais facile en un quart d'heure, même pas 10 minutes si j'écris quoi. Bah, après je suis prof, hein, mais ça veut dire que ça vous laisse quand même pas mal de temps pour réfléchir et tout sur ce genre d'exo. Voilà, donc pour les 4 personnes qui sont là, si vous avez des questions, je les prends. Modou, est-ce que tu es encore là ? Aujourd'hui, j'avais un devoir de physique-chimie. Bah, je veux bien t'aider, mais ton exercice, ton devoir, il est... Ah, t'as un devoir maison à faire. Là, il faut que tu me dises sur quoi il porte, que je puisse te dire ce qu'il faut aller voir pour comprendre. Mais si tu n'es parti, je ne peux pas t'aider. Bon, j'attends encore 20 secondes, voir s'il y a des gens qui ont des questions.
S'il y en a qui sont là, le replay sera disponible sur le Discord. Le Discord, vous avez le lien en haut dans le chat et puis je vais le mettre dans la description. Le replay sera disponible 15 jours sur le Discord. Voilà. Et c'est tout. Et si vous êtes abonné à mon programme en ligne, il est disponible. Tant que vous êtes abonné, vous avez accès au replay. Voilà. Allez, je suis jusqu'à 16h11, Modou, mais c'était parti, je peux pas te répondre. Ah, il est déjà 16h11. Je laisse encore 30 secondes. Il est parti. Il a posé la question et il est parti. Ah, si. Ah, trop bien. Une vraie question en plus, Mohamed, super. Les interférences constructives à la question 2.4. Là, c'est si les deux sont... Il n'y a pas de différence de marge. Vous voyez, les deux ondes doivent parcourir la même distance. D'accord? Donc, comme elles doivent parcourir la même distance, elles ont le temps de faire le même nombre de périodes. Donc, quand elles arrivent, ici, elles sont ce qu'on appelle en phase. Il y en a une qui est en haut, l'autre est en haut. Il y en a une qui est en bas, l'autre est en bas. Et donc, quand on additionne les deux, S1 plus S2, on trouve que du coup, c'est constructif. Le signal est 2 fois plus grand. Si maintenant, j'introduis une différence de marge, c'est-à-dire une différence de chemin optique, pardon. Pareil. Hein. Et que du coup, ce signal-là, il a un petit peu plus de chemin à parcourir. Mais que du coup, le petit peu plus qu'il a à faire, ça lui permet de faire mais juste une demi-période. Et quand les signaux arrivent, ils sont opposés. Vous voyez, quand il y en a un qui est en haut, hop, l'autre il est en bas. Et quand l'autre est en haut, hop, l'autre il est en bas. Ce qui fait que le signal, au final, il est nul. Si je continue à être un peu plus loin, là, pendant le retard, source 2, elle a le temps de faire une période entière. Ce qui fait que quand on arrive au bout, en fait, elles sont de nouveau synchrones. Et du coup, ça s'additionne. Et les interférences sont constructives. Voilà, je vais reprendre le chat parce que je ne le voyais plus. Et j'espère que j'ai répondu à ta question, que tu la regardes maintenant ou au replay, Mohamed. Ah. Alors, quand il y a un écart, elles sont en opposition de phase. Ça dépend, tu vois, on a vu là, je t'ai montré que... je vais le remettre. Il peut y avoir un écart et que ce soit quand même constructif. Si l'écart correspond à une longueur d'onde ou au temps d'une période ou à une longueur d'onde, et du coup, même s'il y a un écart, les interférences sont constructives. Elles peuvent être constructives avec une différence de chemin optique, mais il faut que il faut que le temps pendant lequel il faut que la durée parcourue lui permette de faire une période et une exactement. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, clac, je vais me prendre à côté, comme ça je vais pouvoir projeter et voir le chat en même temps. Pas évident, j'aurais dû y penser avant. J'apprends. Capture de fenêtre. Voilà. Comme ça, vous avez en parallèle. Donc là, on voit qu'il y a vraiment elles sont décalées et pourtant, quand elles arrivent, c'est constructif. Parce qu'elle a eu le temps de faire un truc. Voilà. Ah super, Mohamed. Je suis désolée, c'est un peu compliqué avec mes fenêtres et tout, donc peut-être je vois que tu comprends, genre 5 minutes après que tu as compris. Le temps m'a échappé, j'ai pas pu le terminer. Modou. Écoute... Mais je ne sais pas, je comprends que tu es en perdition et que tu as besoin d'aide, Modou, mais je ne comprends pas comment je peux t'aider. Donc voilà. Après, si tu as besoin que je t'explique quelque chose, dis-le-moi, et soit tu expliques là, soit je t'envoie sur les vidéos, mais je ne peux pas faire grand-chose de plus. Bon, n'hésitez pas en tout cas à aller jouer avec les animations là, qui sont... Je peux vous les mettre en description. Je les mettrai en description du replay. N'hésitez pas à aller jouer avec les animations pour bien comprendre cette histoire de destruction, d'interférence constructive et interférence destructive. C'est hyper important.
Voilà. C'est bon? Écoute, Mohamed a compris. Modou, je veux bien t'aider, mais je sais pas comment. Écoute, si tu as une question, tu pose-la dans le Discord. Ce sera plus simple que d'attendre là que tu poses ta question. On se retrouve dans le Discord si vous avez d'autres questions. Merci aux 4 personnes qui sont là, qui ont tenu jusqu'au bout. C'est bien, bravo. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine sur un live de chimie. D'accord? Je vous envoie le sujet. Je vous envoie le sujet et je le poste sur le Discord dans la semaine. C'est en fait un sujet un petit peu plus long. Je pense qu'on va faire le sujet crevette là, qui est un sujet que je pense pas mal d'élèves auront dans leur contrôle, etc. Pareil, voilà, je fais des sujets que je pense que vous aurez en contrôle. Le lien du Discord, il est épinglé dans le chat, Mohamed. Et sinon, tu le trouveras dans la description du... Ah bah non, tu n'auras pas la description de ce replay. Donc il est épinglé. Sinon, je crois qu'il est dans mes vidéos. Enfin, il est un peu partout. Voilà. Sinon, tu t'inscris à ma newsletter, je te l'envoie. Mais je suis en train de le mettre sur toutes les vidéos, mais il n'est pas encore partout. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon week-end. Bravo de travailler un samedi alors que les épreuves de Bergen sont annulées. Bravo à vous 4. Félicitations. Vous pouvez être fiers de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.